Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre rendez-vous du dimanche soir. Je suis très content de pouvoir inviter à nouveau Philippe Fabry. Philippe Fabry qu'on a fait venir plusieurs fois sur la chaîne et qui représente, qui présente un travail régulièrement original et très pertinent sur le modèle de l'historionomie qui a fait ses preuves au début du conflit russo-ukrainien, mais pas que. Il y a des ouvrages que je ne cesse d'ailleurs de recommander sur la matinale. Donc je pense que des oreilles de Philippe ne bourdonne pas, mais en tout cas, voilà, il y a du miel, c'est-à-dire, je conseille régulièrement Rome du libéralisme au socialisme, qui pour moi est un ouvrage extrêmement important et intéressant pour comprendre l'évolution historique de certaines sociétés, et ce sont des modèles historiques que l'on peut appliquer dans la modernité. Ça nous permet de savoir quelles sont les grandes tendances historiques. Et c'est là tout le sujet du nouvel ouvrage de Philippe Fabry qui est absolument passionnant. Donc c'est Heil César, du césarisme en Amérique. Donc tout d'abord, bonsoir Philippe et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Raphaël, c'est toujours un plaisir. Donc cet ouvrage extrêmement intéressant parce que il décide de s'attaquer en fait aux fondamentaux de la structure politique des États-Unis, mais pas que des États-Unis. C'est revenir en fait aux fondamentaux d'abord en présentant un modèle sur qu'est-ce qui compose finalement une nation. Est-ce qu'il y a plusieurs nations et quels sont les processus évolutifs des nations à travers l'histoire. Et ça, je trouve que c'est absolument passionnant parce que avec les exemples historiques à l'appui, on se rend compte qu'il y a des cycles finalement, une fois que ce modèle est appliqué, qui se répètent, et ça nous permet de se projeter à la fois sur le sujet américain, parce qu'on voit le phénomène Donald Trump qui est un véritable rouleau compresseur. On voit qu'il y a de profondes réformes, il y a des velléités aussi d'expansion, de purge au sein des profonds, et on se rend compte que ça fait partie d'une phase critique du modèle historique. Donc tout d'abord, première question, peut-être pour même présenter ce qui correspond le début de l'ouvrage, peut-être nous dire sur quoi en fait vous vous basez concrètement. Quels sont d'abord les premiers récapitulatifs que vous faites sur la notion des États-nations et même indépendantistes? Oui, en fait, cette question de la trajectoire de construction des États-nations, c'est vraiment devenu le cœur de mon travail de théorie historique. C'est une notion qui est au cœur de tous mes principaux derniers ouvrages, y compris ceux dont j'étais venu parler ici. C'est dans Les impérialistes revanchards, c'était dans La chute de l'Empire européen aussi. Dans une grande mesure, c'était dans le bouquin sur le clivage aussi, parce que mine de rien, les exemples historiques que je reprenais, on voyait qu'il se passait à peu près toujours les mêmes évolutions de clivage, mais parce que c'était lié aussi en fait même si je l'avais pas explicité parce que c'était pas le sujet du bouquin, mais c'était lié aussi avec cette trajectoire de construction nationale dont j'avais commencé à parler. En fait, c'est une question que j'avais commencé à aborder dans mon bouquin de 2018 qui s'intitulait La structure de l'histoire. Et que je n'ai cessé d'affiner depuis, en fait, et surtout d'universaliser. Parce qu'en fait, un des principaux apports au plan de mon modèle théorique en général d'Althusser, c'est qu'en fait, ce modèle est rigoureusement universel, et même un certain nombre de cas que je pensais alternatifs à ce modèle de construction nationale, ce que je disais à l'époque de la structure de l'histoire, en fait, je me suis aperçu que c'était pas vraiment des modèles alternatifs, c'était que des cas particuliers. Et donc, ça a permis de simplifier encore plus la théorie et de simplement comprendre que dans certaines circonstances, la construction nationale se faisait plutôt de cette manière, mais ce n'est qu'une sous-catégorie de construction nationale. Et c'est très important parce que dans l'analyse de la trajectoire américaine, jusqu'à ce bouquin, en fait, jusqu'à avant ce bouquin, j'étais souvent. Je ne pouvais pas utiliser ce modèle de la construction nationale parce que je ne voyais pas comment l'utiliser. Et donc, je me basais plutôt sur un parallèle en particulier, qui est le parallèle avec Rome, que j'abordais déjà à l'époque de Rome du libéralisme au socialisme. Et en fait, ce nouveau bouquin me permet de boucler la boucle d'une certaine manière et de faire la synthèse entre les deux en comprenant que à la fois Rome et les États-Unis, justement, ne sont qu'un cas particulier de cette trajectoire de construction nationale que j'ai développée en particulier dernièrement dans les autres bouquins sur la chute de l'Empire européen et sur les impérialistes revanchards, dont j'avais parlé avec vous.
Et donc, ça permet d'appliquer le modèle de manière beaucoup plus complète parce que tout d'un coup, au lieu d'avoir juste un exemple de référence, eh ben, on peut récupérer comme exemple de référence absolument tous les cas de construction de l'État-nation que j'ai étudiés auparavant. Il y en a que j'ai fait de manière assez complète. Il y en a un peu plus d'une vingtaine, en fait, au dernier recensement qu'il y avait des impériaux Stormachar. En fait, ça en fait plus. Maintenant, on doit arriver à 25 ou 26 avec ce bouquin-là, avec ceux que j'ai rajoutés, puisque tous les cas qui sont venus rejoindre cette catégorie-là. Et ça me permet en même temps véritablement d'unifier la théorie, puisque une des dernières émissions que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est justement une vidéo de synthèse un petit peu de toute la théorie qui permet de montrer qu'en fait, avec quelques règles, et en particulier au centre desquelles est cette question de la construction de l'État-nation, on comprend qu'en fait, c'est ça qui a déterminé l'essentiel de l'histoire humaine depuis le début de la civilisation. En fait, la construction de la civilisation, c'est la naissance d'États-nations séparés qui ont tendance ensuite à s'agréger pour former des États-nations plus grands et de cycle en cycle, les entités comme ça politiques augmentent. Et typiquement, avec les États-Unis, d'ailleurs, on est sur de la construction d'États-nations à une échelle encore supérieure à ce qu'on a pu connaître en Europe, par exemple. Mmh. Oui, ça, on va vite y venir. Alors peut-être pour les néophytes, même si je vous encourage donc à découvrir le développement très complet à l'intérieur de l'ouvrage, ça part quand même de principes fondamentaux. C'est qu'est-ce qui compose en fait le schéma d'un État-nation? C'est-à-dire quels sont les critères, les caractéristiques? Parce que je pense que c'est à partir de là où on pourra facilement comprendre les différentes évolutions historiques. Et lorsqu'on parlera des États-Unis, hein, c'est de l'évolution de l'histoire des États-Unis et des différents modèles qui sont qui sont constamment en mutation et de savoir en fait dans quel stade de mutation on se trouve aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais essayer de le faire de manière assez simple pour pas abrutir l'audience. Pour faire un État-nation, disons qu'il vous faut 600 ans de stabilité, 600 ans de présence d'un État dans des frontières relativement stables. Ces 600 premières années vont être une histoire qu'on retrouve dans toutes les histoires, on va dire, de type impérial, c'est-à-dire un État qui s'impose sur un territoire et qui a un gouvernement de type impérial. En fait, dans la façon de gouverner, il n'y a pas tellement de différence entre la monarchie d'Ancien Régime en France, par exemple, qui était déjà à la veille d'accoucher d'une nation constituée, et n'importe quel grand empire qui a régné dans le monde, que ce soit les empires chinois, perses, etc. La seule différence, en fait, c'est que tout le processus de construction nationale, c'est comment, à l'intérieur de ces frontières stables, on va assister à un processus continu d'homogénéisation ethnoculturelle, c'est-à-dire tout simplement de brassage sous l'égide d'un État, parce qu'à partir du moment où un État domine sur un certain espace et qui domine de manière stable, c'est-à-dire que personne ne l'envahit et lui-même ne s'étend pas trop, il va avoir tendance à brasser en fait lentement à l'intérieur ses populations. Donc d'abord au niveau des élites, il va recruter des élites à l'échelon local qui vont imiter les élites centrales. En même temps, souvent, il va recruter des élites qui vont monter dans le centre, donc qui vont y amener des éléments de leur culture. Et comme ça, par rayonnement et par mélange et brassage continu, pendant des siècles, on finit par obtenir une population qui est homogène sur un plan ethnique, homogène sur un plan culturel. Bien sûr, ça n'arrive pas soit si la nation elle-même est tout d'un coup avalée par un empire plus grand, parce qu'à ce moment-là, elle devra s'homogénéiser avec le reste et elle ne suivra plus sa trajectoire autonome. Et bien sûr, si c'est un empire qui continue de s'étendre démesurément, eh ben, il apporte sans arrêt de nouveaux éléments et donc il ne finit jamais de s'homogénéiser. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'empires qui finissent par s'effondrer sans jamais être devenus des nations, tout simplement. Mais dans le cas, et c'est particulièrement vrai de certains endroits du monde, tout simplement parce que la géographie favorise des frontières durables, un caractère de l'Europe, notamment dans le monde, mais c'était aussi le caractère de la Grèce dans le monde antique, c'est que ce sont des endroits qui sont très très découpés géographiquement. Il y a des fleuves, il y a des chaînes de montagnes, beaucoup. Et il y a une grande présence de la mer qui découpe, on appelle ça la thalassographie articulée, c'est-à-dire le fait que le rapport territoire est extrêmement élevé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de côtes pour une surface qui est relativement limitée.
Et donc ça fait que vous avez énormément de frontières naturelles. C'est-à-dire que vous avez l'Italie qui est une péninsule, vous avez l'Espagne qui est une péninsule, vous avez la Grande-Bretagne qui est une île, vous avez la Scandinavie qui est une péninsule. Donc vous avez beaucoup de frontières naturelles, en fait, tout simplement. Et donc ça favorise forcément la stabilité de frontières pendant longtemps, parce que c'est pas facile de se taper de part et d'autre des Pyrénées, c'est pas facile de se taper de part et d'autre des Alpes, etc. Donc vous avez des verrous et ça permet cette stabilité. Et donc cette stabilité finit par produire un espace qui est suffisamment homogène pour que l'apparition d'une vraie identité nationale soit possible, et que surtout ce dans quoi je distingue en fait la naissance, véritablement l'apparition, on peut considérer qu'un État-nation est apparu à partir du moment où il fait ce que j'appelle sa révolution nationale, c'est-à-dire la période où, au cours d'un processus révolutionnaire qui va durer une quarantaine d'années au total, va faire sa transition du régime impérial, qui est le régime traditionnel, qui construit les grands empires, vers l'État-nation parlementaire, c'est-à-dire un régime délibératif dans lequel le pouvoir appartient à l'Assemblée législative et qui est en fait, et ça c'est une chose assez importante, qui est en fait le système de gouvernement normal, on va dire, d'une société suffisamment homogène. Ce qui a énormément, on parlera des conséquences accessoires que ça peut avoir sur des problèmes sur l'immigration notamment, ces choses qui sont importantes, mais bon, c'est un peu accessoire là dans mon propos pour l'instant. Mais c'est quand même important parce que l'idée, c'est l'homogénéisation culturelle qui finit par produire un certain nombre de choses. Donc si vous réhétérogénéisez, forcément, ça entraîne un délitement. Et ça, par exemple, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de constructions qui avaient pu apparaître dans l'Antiquité, par exemple, où vous aviez des États qui étaient au bord de devenir des États-nations, mais tardivement, et donc avec ensuite les grands mouvements de population, des grandes migrations, tout ceci a été interrompu. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu plus d'États-nations dans la période moderne que dans la période antique pour cette raison-là. Donc voilà, vous avez un processus d'homogénéisation qui dure à peu près 600 ans, et à la fin, ça se termine par une révolution nationale, et vous avez donc cette mutation finale en État-nation parlementaire. Et les 600 ans d'homogénéisation, justement, sont marqués. Alors l'homogénéisation, elle est grosso modo continue, si vous voulez. Elle a tendance à se faire par agrégat, c'est-à-dire que vous avez d'abord une homogénéisation locale qui se fait dans des entités politiques qui sont à des échelles plus réduites, qui sont régionales, c'est-à-dire c'est les grands-duchés, etc., par exemple au Moyen-Âge, et ensuite qui s'unifient encore plus par le haut en s'agrégeant tous ensemble. Et donc on voit un certain nombre d'étapes qui sont à peu près toujours les mêmes dans la construction de l'État lui-même, et qui, pour les résumer rapidement, sont celles-ci. Au tout début, vous avez ce que j'appelle la phase féodale, c'est-à-dire c'est le moment où en fait c'est la toute première étape d'unification. C'est-à-dire que vous avez un espace où vous avez un tout début de semblant d'identité nationale qui apparaît dans le fait que vous avez les gens qui appartiennent à un certain espace qui, entre eux, vont s'estimer plus proches qu'ils ne le sont de tous leurs voisins sur les côtés, on va dire, et donc qui décident entre eux de former une entité politique, ou qui sont amenés à le faire de manière assez naturelle, même si cette entité politique est très très lâche et n'a pratiquement pas de pouvoir central. Alors je vais prendre, pour vous l'expliquer, un exemple que tout le monde connaît, ou en tout cas celui que tout le monde connaît le mieux, c'est l'histoire de France, puisque c'est notre pays. Ça, c'est ce qui commence à se passer avec la monarchie capétienne. C'est-à-dire qu'on sort de l'Empire carolingien, et vous avez les gens de cet espace qui est l'espace des anciennes Gaules, essentiellement, où les gens se sentent malgré tout plus proches de ce qu'il peut y avoir en Germanie, etc. Et maintiennent une sorte d'identité entre eux, et vont élire un roi qui est capé. Ça commençait un peu avant, mais bon, on va prendre ce point de repère que tout le monde connaît, qui n'a pratiquement aucun pouvoir, mais qui sert un peu à incarner le fait que on appartient tous à un ensemble. Voilà, on est du royaume de France, on n'est pas du royaume à côté. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le degré zéro, le régime féodal. Mais ce système-là, il a un premier intérêt, c'est qu'il crée un espace dans lequel on va avoir une alternative à la violence, une alternative délibérative à la violence. C'est-à-dire qu'on pourra éventuellement se réunir pour discuter des grandes questions plutôt que de se taper dessus en interne. On se tapera plutôt avec les gens qui sont à l'extérieur de cet ensemble-là. Et donc ça va enclencher un processus qui va favoriser justement le départ de l'homogénéisation. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des échanges qui vont commencer à se faire entre gens qui sont habitués à interagir entre eux. À partir du moment où vous descendez, parce qu'il faut se rendre compte que
du Moyen-Âge et ensuite des dernières grandes invasions qui sont les attaques vikings et puis les Magyars aussi dans le centre de l'Europe, on sort avec un monde qui est finalement très très éclaté et très très méfiant. C'est-à-dire que c'est un petit peu Walking Dead, pour le faire très court. Donc tout le monde se méfie de tout le monde. Et en fait, le fait d'avoir comme ça une relative entente, un relatif cadre qu'on trouve, même s'il est lointain, ça permet de commencer lentement à refaire du commerce, d'abord à l'échelle locale, puis de plus en plus lointaine, à l'échelle de l'État. Et donc, ça va permettre de faire réapparaître progressivement une économie, notamment monétaire, ce qui n'existe pas à la base, parce que l'économie monétaire, vous en avez besoin quand vous faites des échanges. Quand vous avez des surplus, que vous faites des échanges. Si vous ne faites pas d'échanges, vous n'avez pas besoin d'économie monétaire. Vous êtes juste dans la subsistance, vous produisez ce dont vous avez besoin, et puis c'est tout. Donc, les échanges entraînent l'économie monétaire. L'économie monétaire permet aux grands seigneurs, dans le système féodal. Le problème du système féodal, c'est que c'est un système dans lequel vous n'avez pas d'économie monétaire, justement. Alors, quand vous avez de grandes propriétés, pour les tenir, vous êtes obligé d'en concéder des parties à des gens. Et c'est pas très. Vous le faites parce que vous êtes obligé, parce qu'en fait, c'est très difficile de tenir ça, et les gens à qui vous confiez parties de territoire ont tendance à se les approprier après, hein, ce qui est le principe précisément des fiefs et de l'hérédité des fiefs. Donc, dès que vous avez une économie monétaire qui réapparaît, la tendance pour tous les pouvoirs, tous les gens qui sont capables de centraliser un peu de richesse, c'est de doubler, ou si possible de remplacer, leurs vassaux par des agents qui seront payés, parce que eux, ils seront plus dépendants, et donc ça construit. Et donc ça, c'est vrai à l'échelle des seigneurs locaux, mais ça va être également vrai à l'échelle de l'État. C'est-à-dire que c'est le moment où le pouvoir central va décider de rassembler autour de lui, c'est ce que j'appelle l'entrée dans la phase oligarchique, c'est-à-dire que vous avez un État central qui va commencer à être capable d'avoir des ressources monétaires pour développer un corps d'agents, et donc qui dit corps d'agents, dit corps d'agents civil, donc une administration, et corps d'agents militaire, qui dit une armée. Donc vous avez l'État central qui le fait, mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que vous avez tout, on va dire, ce qu'on peut appeler les oligarques, c'est-à-dire les plus grands seigneurs qui vont réussir à faire ça aussi, et qui seront tenus comme un faisceau finalement par l'État central, mais qui au fond demeure un oligarque parmi les autres, juste qui est plus puissant et qui a une sorte d'hégémonie sur l'ensemble. Ça, c'est la phase oligarchique. La phase oligarchique, on peut considérer qu'elle naît en France à partir de Philippe le Bel. Philippe le Bel, et ensuite, pendant la guerre de Cent Ans, ça se précise, c'est-à-dire avec l'apparition de l'impôt permanent, décidé par le roi, et de l'armée permanente, c'est-à-dire qu'on sort de l'ost féodal qui nécessite de convoquer les vassaux qui viennent, qui servent que pour tant de semaines et qui après qui repartent. Enfin, c'est beaucoup moins efficace. Donc ça vous fait entrer en phase oligarchique. Et la phase oligarchique, ensuite, va de plus en plus être marquée par une concentration du pouvoir et un grossissement de l'État central aux dépens des oligarques, qui va chercher en fait petit à petit non plus à être le premier parmi ces oligarques, mais à les dominer entièrement et faire en sorte que ce soit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'absolutisme. Et on peut dire que la monarchie absolue, véritablement dans ce sens, elle se réalise quelque part au XVIIe siècle, en fait. On va dire à partir de Louis XIII et Richelieu. Ça commence avant. Vous avez souvent des rois de France qui sont aux prises avec leurs grands oligarques. Vous avez Louis XI qui a des problèmes avec le duc de Bourgogne. Vous aurez François Ier qui, lui, aura des problèmes avec le connétable de Bourbon, donc le duc de Bourbon, mais qui seront encore des feudataires compliqués. Vous aurez les Guises qui poseront énormément de problèmes pendant les guerres de religion. Mais au sortir des guerres de religion, en fait, les guerres de religion servent de purge à ça. C'est-à-dire que vous avez la plupart des oligarques qui sont purgés les uns après les autres. Et vous avez la traîne de ça sous le règne de Louis XIII, où vous avez Montmorency, vous avez le marquis de Saint-Marc aussi, qui sont décapités sur ordre de Louis XIII. Donc après ça, vous arrivez sous Louis XIV, et à Louis XIV, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'oligarques, en fait. Il n'y a plus que Louis XIV et la noblesse soumise. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase absolutiste, c'est-à-dire où tout le pouvoir est véritablement concentré et où tous les anciens pouvoirs sont écrasés. Et c'est à la fin de cette phase absolutiste, en fait, que démarre la Révolution nationale dont je parlais tout à l'heure, et que là, ça se termine. Donc on voit qu'en filigrane de tout ça, durant tout ce temps-là, à travers ces différentes phases, vous avez l'homogénéisation qui se fait, précisément en agrégeant les domaines des différents oligarques qui eux-mêmes s'homogénéisent d'abord localement,
Et à la fin, vous avez l'apparition d'une État-nation. Et ce qui caractérise l'apparition d'une État-nation, c'est que cette homogénéisation qui est constatée en fait lors de la Révolution nationale, ça conduit à détruire tous les pouvoirs qui ont eu tendance à s'accumuler comme des couches les uns après les autres, même si certains sont vidés de leur substance sous l'Ancien Régime, et à tous les remplacer par une nouvelle hiérarchie totalement inventée et qui ne reconnaît plus qu'un seul corps social. Donc, typiquement, c'est la création des départements, par exemple, par la Révolution française, qui va supprimer la totalité des gouvernements provinciaux et avec tous leurs particularismes locaux qui pouvaient exister et qui souvent étaient dans leurs frontières les héritages d'entités politiques qui dataient du Moyen-Âge et qui sont supprimés par des entités politiques totalement arbitraires ou abstraites, qui sont le fait qu'on a un chef-lieu et il faut pouvoir y aller en une journée de cheval. Et puis voilà, c'est ça qui. Et donc c'est partout pareil. On trouve ça à la fois dans l'édème de Clisthène à Athènes dans l'Antiquité. On trouve ça dans les départements français, on trouve ça dans les Gaue, mis en place par les nazis pendant ce qui était la Révolution allemande. En fait, les nazis sont des révolutionnaires allemands. Donc voilà, et donc c'est comme ça que tout ceci se fait. Ça, c'est le modèle standard. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.